Alors moi je m'appelle Pierre Frolage, je dirige une école de plongée à Monaco qui s'appelle l'Académie monégasque de la mer. Et mon sport académique c'était le judo. Il y a une grosse différence entre être athlète de haut niveau et être professionnel de sa discipline. Salut les sportifs, c'est Hermano. En cette période trouble de pandémie qui touche le monde entier, je continue à abreuver vos oreilles avec des interviews de sportifs qui nous en disent plus sur le financement de leur carrière et qui, pour les plus expérimentés, nous expliquent comment ils ont réussi à trouver toutes les ressources, non seulement pour aller chercher la performance dans leur sport, mais aussi la recherche de partenaires. La voix que j'arbore dans ce 8e casier des vestiaires est toujours aussi abîmée, mais aussi fébrile. Fébrile devant ce grand homme qui s'est prêté au jeu de se cacher derrière un casier des vestiaires et qui nous a tout raconté. De ses premiers pas dans le sport et ses premières amours pour le judo, à ses premières performances en apnée, jusqu'à l'objectif de sa vie, la transmission du savoir. Bref, je vous propose un opus que je ne pensais jamais pouvoir réaliser un jour. Moi, le grand fan des profondeurs et admirateur de Monsieur Pierre Frola. Pour vous dire, Pierre m'avait promis 30 à 45 minutes. Finalement, il m'a offert plus d'1h30. Pour vous. Et malgré tout ce temps passé ensemble, nous n'avons même pas eu le temps d'en parler, mais au-delà des records, des engagements et des causes que défend un grand homme comme lui, si son nom ne vous parle pas, vous l'aurez certainement déjà vu dans les médias. Pierre Frola est l'apnéiste qui a développé l'Ocean Wings pour voler sous l'eau, au plus près des animaux marins. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez même le droit à une petite surprise adorable. Juste avant de vous laisser écouter cet entretien passionnant avec Pierre, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution. Il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue. Et je vous implore aussi de le faire avec tous les téléphones, tous les comptes des membres de votre famille. Et enfin, incitez vos amis à nous écouter et à laisser aussi de bonnes revues. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Pierre. Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Vestiaire. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, surtout dans les conditions que nous rencontrons actuellement avec cette pandémie mondiale. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un nouvel invité en la personne de Pierre Frola. Salut Pierre. Alors en vérité, c'est l'invité qui a de la chance d'être invité. Je te remercie énormément pour ton accueil et c'est très très intéressant de passer autant de temps à essayer justement de déproblématiser en fait la situation dans laquelle on se trouve et d'échanger avec les gens pour leur apporter soit des solutions, soit un peu de bonheur, soit un peu de soleil, ou leur raconter tout simplement des histoires. Donc c'est vraiment un très très chouette choix. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on parle de soleil là, tu m'en as envoyé un petit peu pendant notre interview parce que je crois que tu n'es pas localisé dans une contrée aussi grise que celle où je me trouve actuellement. Exactement. Bien qu'il pleuvait ce matin, mais alors moi je suis monégasque, j'habite à Monaco et j'habite un petit appartement à Monaco et quand il a fallu se confiner, on a fait le choix avec ma femme et mon fils qui est âgé de 2 ans presque et demi de descendre dans mon école de plongée parce que je dirige une école de plongée à Monaco qui s'appelle l'Académie monégasque de la mer. Et donc, on s'est retrouvé dans des locaux qui font à peu près 300 mètres carrés sur un étage. Et on a la chance, effectivement, d'être entouré d'eau, parce qu'on est sur le port de Monaco, dans un environnement très particulier, avec du soleil, avec des terrasses. Donc, on va dire que effectivement, la misère est moins pénible au soleil, comme dirait Aznavour. Et il est vrai que là, depuis 3-4 jours... on prend du bon temps quand même, hein, il faut l'avouer, bien plus que si on était resté dans notre petit appartement. Je pense que même si tu étais resté dans ton appartement, l'essentiel c'est de rester confiné en famille et puis vous avez quand même la chance d'avoir un petit peu de soleil qui traverse par les baies vitrées. Ouais, à Monaco, c'est la Côte d'Azur, hein, tu connais parce que toi t'es de Nice, hein, si je ne m'abuse. Et effectivement à Monaco,
tout au long de l'année, on a énormément de soleil. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre pour ça. Ce que je te propose, c'est de te présenter toi, qui tu es, ce que tu as fait dans le sport, ce que tu fais encore actuellement. Et puis après, on passera peut-être à une série de questions-réponses pour rentrer dans notre sujet qui est consacré au financement des carrières de sportifs pro. Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Pierre Frolat. Je suis né le 14 février 1975 à Monaco. Donc, je suis monégasque. Je suis né comme ça. 1975, ça veut dire que j'ai désormais 45 ans. Et, il faut l'accepter. C'était difficile à croire. Chaque année, c'est de plus en plus difficile d'écrire le chiffre. Mais ouais, 1975, c'était le siècle dernier. Hein. C'est à peu près l'ère jurassique. Lorsque je m'exprime aux enfants à qui je fais cours, parce que je dirige une école de plongée et d'apnée à Monaco, qui s'appelle l'Académie monégasque de la mer. Je la dirige depuis maintenant 2002, donc ça fait bien 18 ans. C'est une école qui est focalisée principalement sur l'enseignement et la sensibilisation à la faune et à la flore des enfants à partir de 8 ans, par le biais de la plongée libre, de la plongée bouteille et du sauvetage aquatique et subaquatique. J'ai fait le choix en 2002. Ah, ça, c'est un bateau, tu vois, quand tu habites sur un port. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que bon, un coup, ça veut dire qu'il fait avant. Donc lui, ça, il s'en va là. Lui, il s'en va. D'ailleurs, je me demande s'il a le droit de sortir du port. Je suis pas vraiment sûr. On va voir. Donc c'était ce que je me demandais aussi, mais je voulais pas te couper. Non, mais écoute, ils se parlent, hein, les bateaux se parlent. Ça va être très agréable. On va vous donner un peu de soleil aujourd'hui. C'est presque quasiment exotique. Hein. Vous êtes sur le port de Monaco. Bienvenue et c'est en direct aujourd'hui sur le podcast. Donc, dans mon école que j'ai donc montée en 2002, j'ai désiré enseigner principalement aux enfants et axer cela sur la protection de l'environnement et la sensibilisation à la faune et à la flore. Pourquoi ? Parce que j'étais pas un super élève à l'école, hein, quand j'étais au collège et au lycée, et sur les dernières années du lycée, seconde, première et terminale, il a fallu commencer à penser à mon avenir. Et je me rendais compte que tous les adultes que je croisais au quotidien se levaient le matin en traînant les pieds en disant « Oh là là, il va falloir aller travailler, il faut travailler ». Ils n'avaient pas l'air super contents de vouloir aller bosser. Alors moi, je galérais déjà énormément pour trouver le courage d'aller à l'école et je me suis dit « Mais si c'est toute ta vie comme ça va vraiment être l'enfer ». Néanmoins, j'ai croisé sur ma route à cet âge-là énormément de gens qui étaient heureux de vivre et heureux d'aller bosser. Et ce que j'ai compris en échangeant avec eux, c'est qu'ils étaient tout simplement heureux parce qu'ils avaient fait le choix d'aller vers ce qui leur faisait plaisir, de faire un métier qui les intéressait. Donc j'ai fait un peu le tri dans ma vie. J'ai défini ce que je n'aimais pas du tout, ce que je ne voulais pas et surtout ce que je voulais. Et à partir de là, j'ai fait le choix de me professionnaliser, d'abord et avant tout, dans un métier ou une discipline qui correspondrait à mon plaisir, à ma façon d'avoir envie de vivre. À l'époque, je faisais énormément de sport et mon sport académique, c'était le judo. Je faisais du judo dans l'équipe de Monaco. Je participais à de nombreuses compétitions nationales et surtout internationales, les championnats d'Europe, les championnats du monde universitaires. Et j'ambitionnais un peu de participer aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Ça, c'était mon sport académique. Mais j'avais un sport passion qui était la plongée sous-marine et surtout la pêche sous-marine. La pêche sous-marine, bien entendu, en apnée. C'était un sport que je pratiquais parce que je suis né au sein d'une famille qui pratiquait énormément ces disciplines, notamment mon père qui, de 1960 à 1972, a fait partie de l'équipe monégasque de chasse sous-marine en apnée. Donc, on a été bercé avec mon jeune frère par les histoires d'aventure de mon père qui voyageait énormément dans les années 65. Il était allé à Cuba, il était allé en Polynésie. C'était des récits fabuleux. Et donc, on a vraiment été attiré par cette discipline qui était la plongée sous toutes ses formes. Donc, j'avais d'un côté le sport académique, celui qu'on connaît, hein, le sport olympique, le judo, et de l'autre, une passion dévorante pour les activités aquatiques et subaquatiques. Bon, le judo a pas trop fonctionné pour moi. Je me suis pas sélectionné pour les Jeux d'Atlanta, notamment parce que je me suis abîmé l'épaule au championnat du monde universitaire à Chicoutimi au Canada en 1995-96, hein, sur la tranche 95-96. Et donc après cette blessure, j'avais deux choix. Soit me faire opérer, soit ne pas me faire opérer l'épaule et faire une sorte de rééducation à long terme
dans des disciplines beaucoup plus souples que le judo et la muscu, parce que quand tu fais du judo et de la muscu, tu t'entraînes énormément dans ces disciplines-là, et des choses un peu plus souples, plutôt la natation, les étirements et ainsi de suite. Du lycée, j'ai fait le choix de rentrer à la fac des sports de Nice parce qu'il y avait un pôle judo, un pôle France judo, et en plus il y avait une cellule à apprentissage de la plongée en apnée. Et donc je me suis dit, je vais pratiquer mon sport de prédilection, le judo, et en même temps me spécialiser dans l'enseignement des EPS, puisque la fac des sports de Nice, STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Au travers en fait des enseignements de la plongée libre, je passerai mes diplômes pour devenir moniteur de plongée. Donc au championnat du monde en première année, je me fais sauter l'épaule gauche au championnat du monde de judo. Je ne peux pas donc participer au championnat, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, et je commence à m'entraîner énormément en apnée. Je m'entraîne énormément en apnée pour deux choses. La première, c'est parce que passer de 4 heures d'entraînement à rien, c'est pas possible. Donc, comme je ne peux plus faire du judo et de la muscu, je vais faire beaucoup plus d'apnée et de natation. Et puis, ça me servira à cette époque-là à travailler toute ma rééducation. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'avec mes facultés de judoka, j'ai énormément d'avance sur les apnéistes de mon temps. Tout simplement parce que les apnéistes à mon époque, dans les années 95-96, ce sont des gens qui s'entraînent principalement en apnée. Ce sont des hédonistes, qui font un peu d'escalade, beaucoup de yoga, beaucoup de ventilation, et uniquement de l'apnée, ce qu'on appelle dans le sport la préparation physique spécifique. Mais il y en a pratiquement aucun qui a un bagage préparation physique générale vraiment solide. Et moi, j'arrive dans cette activité que je connais, mais au travers d'une discipline plutôt hédoniste et plaisir. Et à partir du moment où on commence à s'entraîner, je me rends compte que je suis vraiment très très fort dans cette discipline. Et en très peu de temps, en moins de 2 ans, je deviens champion de France de plongée en apnée, recordman de France de plongée en apnée. Et donc j'enchaîne un record, 3 records, 4 records de France en 2 ans. Et au bout de la deuxième année, je fais la même année un record de France, un record d'Europe et un record du monde dans des disciplines de l'apnée profonde que sont le poids variable et l'immersion libre. Et là, effectivement, Alors attends, moi, je connais un petit peu, mais je sais pas si nos auditeurs savent un petit peu la différence qu'il y a, enfin les différentes disciplines de l'apnée. Donc, dans les disciplines de l'apnée, il y a les disciplines que vous connaissez, qui sont les disciplines non assistées et assistées, et les disciplines en milieu confiné, la piscine, et en extérieur, ou du moins en milieu naturel, c'est-à-dire la mer et les lacs. Pour ce qui est des disciplines assistées, il y a les disciplines que l'on connaît au travers du film Le Grand Bleu, qui sont les poids variables. Descendre avec une gueuse et soit remonter par ses propres moyens en tirant avec les bras, ça s'appelle le poids variable tout simple, soit le no limit, descendre avec une gueuse et remonter avec un ballon, un parachute. Ça, c'est vraiment la discipline du Grand Bleu. Ça se pratique uniquement en mer et en lac, donc en milieu naturel. Milieu naturel aussi, il y a les disciplines non assistées. Il y a le poids constant, descendre et remonter à la palme. Il y a l'immersion libre, descendre et remonter par ses propres moyens sans palme en tirant avec les bras le long d'une corde. Il y a ce que l'on appelle le poids constant sans palme, c'est de la brasse. Je descends à la brasse, je remonte à la brasse. Et donc ça, ce sont les disciplines non assistées en mer, en milieu naturel et en lac. Ensuite, en milieu confiné, en piscine, ce que l'on appelle en eau morte, il y a les disciplines que sont les disciplines dynamiques, nager avec des palmes et parcourir la plus longue distance sans respirer sous l'eau, soit avec des palmes, soit sans palmes, soit avec une monopalme. Donc on peut dire qu'il y a 3 disciplines dans cet atelier-là. Et ensuite, la discipline que tout le monde connaît parce que tout le monde l'a pratiquée dans sa baignoire lorsqu'il était petit, l'apnée statique, retenir sa ventilation le plus longtemps possible. Ça, ce sont les disciplines officielles de la plongée en apnée. Ça existe donc depuis l'avènement des compétitions en 1996. Et avant 1996, ce n'était que les records qui avaient lieu dans des disciplines très spécifiques, le poids variable, le no limit et le poids constant. Toutes les autres disciplines avant 1994-95, ce sont plutôt des disciplines anecdotiques. Il y a l'apnée statique et le dynamique en piscine, et le poids variable, le no limit et le poids constant. Au travers des années, et à partir de 96, à ce moment-là, les disciplines vont
se démocratiser, on va voir se dessiner l'avènement de nouvelles disciplines que sont donc les disciplines que je t'ai citées. Ok. Et donc toi, ta spécialité, c'était... Moi, j'avais Je sais qu'il y en avait deux, mais ouais, vas-y. J'avais 2 spécialités, en réalité 3. Je m'étais spécialisé dans le poids constant en monopalme. Il n'y avait pas de différence à l'époque. Tu descendais soit avec des palmes, soit avec une monopalme. Et en immersion libre et en poids variable. Néanmoins, je gardais le poids constant pour les disciplines de compétition lorsque je me retrouvais au même endroit, au même moment, avec d'autres athlètes pour concourir, soit dans une compétition nationale ou internationale. Donc là, je concourais principalement en poids constant. Et par contre, en discipline de record, c'est-à-dire lorsque j'organisais mon propre événement pour battre le record du monde, un peu comme faisait Sergei Bubka à l'époque à la perche. À ce moment-là, j'ai été spécialisé dans les poids variables et dans l'immersion libre. Alors juste avant qu'on reprenne un petit peu ton historique, parce que je voudrais surtout qu'on s'attelle aussi à ce qui t'a fait venir vers l'apnée. Tu nous l'as expliqué, c'est un petit peu ta blessure en judo, et après donc tu as reswitché vers ta deuxième discipline de cœur qui était l'apnée. T'avais malgré tout déjà entamé une fac de sport, donc tu savais que tu voulais t'orienter dans le domaine sportif, pas forcément devenir un athlète professionnel, mais tu savais que tu allais faire quelque chose dans le sport. Donc déjà, il y avait un certain attrait pour cette matière. Exactement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était être prof. J'avais pas du tout envisagé être champion d'apnée. Je ne pensais même pas être champion de judo. Moi, je voulais juste pouvoir participer au niveau international aux compétitions de judo. J'avais pas un super niveau, mais en étant monégasque, donc en équipe nationale à Monaco, si je faisais mes quotas, je pouvais participer à des compétitions internationales et ça, c'était vraiment chouette. Mais je savais que j'avais pas un très très grand avenir, voire pas un avenir du tout dans le judo. Et en apnée, pour moi, je ne pensais à la plongée en apnée, à la plongée bouteille que dans le domaine de l'enseignement. Je ne pensais à aucun moment devenir champion, mais je le suis devenu. Donc j'ai dû changer en cours de route mon choix et mes objectifs parce que j'étais parti pour enseigner et devenir prof. Et finalement, j'ai dû mettre entre parenthèses cet objectif parce que je suis devenu professionnel de ma discipline en étant athlète de haut niveau. Et là, ça a été très intéressant parce qu'au-delà de l'enseignement dans le sport, j'ai dû apprendre, et c'est ça qui t'intéressera le plus, je pense, à partir de maintenant, j'ai dû apprendre le management sportif. Et ça, c'est vraiment différent. Je m'y attendais pas du tout et je n'étais pas du tout préparé à ça. Et alors, est-ce que, alors, j'ai vu un petit peu ta biographie et d'ailleurs, je te félicite parce que je trouve que tu as une très belle page Wikipédia qui est très détaillée. C'est pas le cas de tous nos amis athlètes eux et athlètes. Ouais, on va en parler justement. C'est du travail. Et donc j'ai lu un petit peu cette biographie sur Wikipédia et puis je te suis, comme je te disais en off. Moi, je suis un amoureux de l'apnée et donc j'ai suivi un petit peu tout ça. Alors évidemment, au moment du Grand Bleu, j'avais 10 ans. Alors forcément, ça forge ça forge toute une vie et ça t'incite à te jeter à l'eau. Mais donc pour recentrer, donc tu nous disais que tu as fait une fac de sport et que tu as dû découvrir le management sportif. J'imagine que dans la fac de sport où tu t'es vraiment concentré sur le débouché professeur de sport et pas forcément sur la filière management sportif ou management des unités sportives. Exactement. Comme il existe maintenant. Oui, bon, pour aller très vite, quand j'étais en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, mon option principale, c'était éducation motricité. Donc j'étais parti pour être soit prof de PS, en faisant un CAPES, soit choisir une maîtrise éducation motricité avec des spécialités qui m'auraient amené à passer des brevets d'État derrière, juste après avoir fait des monitorats fédéraux, pour pouvoir enseigner contre rémunération mes activités. C'est d'ailleurs le choix que j'ai fait. Néanmoins, tout au long de ton parcours, si tu fais un master, par exemple, là, si tu fais 6 années en fac des sports, tu vas côtoyer aussi bien les ateliers de management du sport, d'activités physiques adaptées, d'entraînement et ainsi de suite. Et donc, tu choisis, c'est très très bien fait, tu choisis au-delà de ton option principale, qui pour moi était donc éducation motricité, des polyvalences qui vont te permettre de te spécialiser aussi dans d'autres domaines. Donc moi, j'avais choisi l'entraînement et les activités physiques adaptées, parce que j'étais énormément touché par tout ce qui était APA, activité physique adaptée, lutte contre la mucoviscidose, enfin bon, et plein de catégories spécifiques. Et l'entraînement, bien entendu, parce que je m'entraîne énormément. Et dans l'enseignement de la plongée en apnée,
tu es aussi entraîneur. Donc, c'était très intéressant pour moi de m'orienter là-dessus plutôt que le management. Donc, j'ai fait très, très peu de management quand j'étais à la fac des sports, simplement parce que j'ai occulté cette discipline, enfin, du moins cette comment on pourrait appeler ça, cette cellule de travail, puisque elle ne m'intéressait pas et je ne voyais pas en quoi il pouvait y avoir un débouché pour moi. Néanmoins, lorsque je suis devenu athlète de haut niveau et qu'il a fallu que je fasse le choix de me professionnaliser dans mon sport de prédilection qui était devenu la plongée en apnée, il a fallu que j'œuvre dans le management, parce qu'il y a une grosse différence entre être athlète de haut niveau et être professionnel de sa discipline. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça ne l'est pas pour les joueurs de foot, ça ne l'est pas pour les golfeurs, ça ne l'est pas pour les tennisman, ça ne l'est pas pour les pilotes de Formule 1, mais ça l'est pour la plus grande et la majeure partie des athlètes de haut niveau à travers le monde, et surtout les francophones, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le judo aussi, que ce soit la natation et ainsi de suite. Il y a un travail énorme et incommensurable en termes de management de sa propre personne ou de sa cellule de travail pour pouvoir à un moment ne serait-ce que vivre son sport au quotidien et en vivre, qui fait qu'on devient finalement le directeur de sa propre micro-entreprise à un moment. Maintenant, ça s'appelle la gestion de marque personnelle, mais personal branding, enfin... Disons qu'à l'époque, ça n'existait pas, toute cette problématique de réseaux sociaux, de selfies, parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce dont je parle. Je parle de la professionnalisation du sport à une époque où l'objectif, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir continuer à faire ton activité et en vivre. Vivre de ton activité, ça veut dire décrocher un salaire qui te permette de pouvoir manger, payer ton loyer, payer tes voyages, s'il y a des voyages à effectuer pour faire tes compétitions, tes entraînements et ainsi de suite. Si tu as besoin d'une équipe, kiné, médecin, dans mon cas, plongeur de sécurité, apnéiste de sécurité, pilote de bateau, si tu as besoin d'une logistique matérielle considérable dans la plongée en apnée, des bateaux, des câbles, des gueuses, enfin, un budget incommensurable, à ce moment-là, il va falloir que tu trouves de l'argent. Pour trouver de l'argent, il va falloir soit que tu vendes des espaces publicitaires sur ton corps, et là, on croit que c'est facile, et on croit que c'est une évidence, et là, on se casse les dents d'entrée. Soit on croit que il faut absolument passer à la télévision, et là, j'ai beaucoup de peine à voir comment les athlètes de notre époque maintenant galèrent, parce qu'ils pensent que la médiatisation, la visibilité permet le financement, ce qui est une erreur, mais alors pas possible, c'est même carrément paradoxal, ça n'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Et d'autant plus dans un monde maintenant où il y a une surmédiatisation de l'humain pour tout et rien, c'est-à-dire que tout le monde maintenant est une star du média, quel qu'il soit, Facebook, Instagram, n'importe quelle story de n'importe quel réseau social. Tout le monde raconte sa vie au travers d'images, de selfies, de petites stories et ainsi de suite. Et donc finalement, on ne fait plus du tout la différence entre les gens médiatisés, les gens médiatiques, la médiation, la médiatisation et donc la mise en avant de marques. Par exemple, un YouTuber a un statut bien plus important que la plupart des athlètes de haut niveau qui, eux, sont reconnus dans le monde du sport et au niveau médiatique, non pas à l'instar des youtubeurs, par exemple, qui sont reconnus dans leur communauté. Mais on parle de followers, on parle de millions de personnes qui te suivent, et maintenant, les athlètes de haut niveau, ou qui voudraient l'être, quand ils se pointent dans une boîte pour essayer de vendre ce qu'ils font, on leur demande combien il y a de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai eu la chance, moi, de pas être de cette époque-là et surtout de devoir réfléchir différemment. Je pense que c'est de ça dont on va parler par la suite. Le micro est à toi. Vas-y, c'est justement effectivement ce dont j'aimerais qu'on discute et qu'on échange et que tu nous en dises plus. Déjà que tu nous dises à quel point ça a été difficile pour toi et puis peut-être que tu donnes quelques conseils à ceux qui voudraient suivre ton chemin. Juste avant, tu nous disais que quand tu arrivais à la fin
enfin que t'es mis dans l'apnée, que tu commences à faire des résultats, enfin et que tu es devenu athlète de haut niveau, tu as dû aussi te professionnaliser dans ton sport. J'ai deux questions là-dessus. Un, comment est-ce qu'on devient athlète de haut niveau? Est-ce que on se lève un matin et on dit hop, allez, je vais aller contacter le ministère des Sports et puis je vais devenir athlète de haut niveau, ou c'est une reconnaissance par ses pairs, ou il y a des tests à passer, il y a des examens, comment ça se passe? Et puis comment est-ce qu'on devient professionnel dans son sport, dans son domaine, surtout une activité plutôt naissante comme l'apnée, puisque tu nous l'as dit, avant 95-96, il y avait 3 disciplines, maintenant il y en a pléthore. Je pense qu'il faut faire un peu de sémantique, et ça c'est super important. Il faut que les gens fassent preuve d'humilité surtout. Alors l'humilité, c'est pas la modestie, hein. L'humilité, c'est savoir qui l'on est. Hein. Lorsque tu te présentes à quelqu'un et que tu lui dis je suis professeur d'EPS, c'est de l'humilité. Je sais que je suis prof d'EPS et je suis à même en tant que prof de vous transmettre un savoir, de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer votre propre savoir. Il ne faut pas confondre humilité et modestie. Donc faisons de la sémantique d'abord et avant tout. Et ça, par contre, c'est un pléonasme de dire d'abord et avant tout. Qu'est-ce qu'un athlète de haut niveau? Un athlète de haut niveau, c'est une personne qui pratique le sport de façon très intense et qui occupe la plus grande partie de son temps. Ça, par définition, c'est un athlète de haut niveau. Qu'est-ce que le statut de l'athlète de haut niveau? Le statut d'athlète de haut niveau, il est délivré soit par le ministère de la Jeunesse et des Sports, soit par la Fédération irrelative. Donc, je suis athlète de haut niveau dans la discipline de l'athlétisme parce que ma fédération me reconnaît comme tel. Donc, ça marche pour tous les sports. Et je suis professionnel de ma discipline, eh bien, tout simplement, lorsque je vis de ma discipline. Et là, mes amis apnéistes, eh ben, ils sont pas professionnels de leur discipline. Il y en a énormément qui sont des apnéistes de haut niveau, qui s'entraînent au quotidien, tout le temps, mais qui n'en tirent aucun salaire, aucun bénéfice financier, et qui ne sont donc pas professionnels de leur discipline. Soit par choix, soit parce qu'ils n'y arrivent pas. Et donc là, ce sont vraiment deux choses vraiment différentes. Il faut vraiment faire preuve de sémantique et différencier les choses. Donc, le statut de haut niveau, ce sont les fédérations ou le ministère de la Jeunesse et des Sports qui décident. Ça se mérite. OK. Le statut de professionnel de sa discipline, eh bien, soit on fait un sport professionnel, le foot, c'est un sport professionnel. On signe un contrat avec un club et on est professionnel. D'ailleurs, sur notre carte d'identité, il y a écrit AHN ou footballeur. AHN, c'est athlète de haut niveau. Donc, c'est le statut d'athlète de haut niveau, mais en tant que professionnel. Soit, si on est footballeur, il y a écrit footballeur. Mais lorsqu'on est apnéiste, comme moi, qui vit vraiment de ma discipline depuis toujours, et c'est, je dirais, pratiquement 75% de mes revenus, la plongée en apnée, eh bien, moi, j'ai un statut d'enseignant et de comédien. Comédien aussi. Ah. J'ai différents statuts, mais j'ai un statut d'enseignant principalement. Voilà, donc il faut vraiment faire la part des choses. Là, c'est à l'heure actuelle. À mon époque, c'est-à-dire à l'époque où j'étais donc athlète de haut niveau et professionnel de ma discipline, comment est-ce que j'ai fait à réussir? Eh bien, c'est très simple. Chers amis, dans les sports comme le nôtre, si on veut réussir au-delà de notre compétence à être très très fort dans notre sport, il faut absolument avoir un projet, et un vrai projet. Il n'y a strictement aucune boîte, aucune structure, aucune entreprise, aucune marque qui pariera sur vous si vous n'avez pas un vrai projet. Et le projet de podium ne suffit pas. Il faut absolument, et surtout en plongée en apnée, c'est-à-dire le bas de l'échelle en termes de sport, hein, parce qu'il faut quand même préciser que ça n'est pas un sport olympique, la plongée en apnée. Il n'y a pas de compétition départementale, il n'y a que des compétitions nationales, et encore, il y a deux espèces de fédérations qui s'entretuent en France, désolé de dire le mot, mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, en fait, ce sport n'arrive pas à sortir de cette espèce de marasme. Ça, c'est une vraie problématique. Au niveau international, c'est la même chose. Il y a 2-3 fédérations qui se tiraillent pour savoir qui organise les championnats du monde. Est-ce que c'est reconnu par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, par la Fédération américaine, enfin bon, bref. C'est vraiment très très difficile. Donc la plongée en apnée, c'est vraiment pas un sport reconnu. C'est très médiatisé, ça a un pouvoir de médiation très fort, mais si vous regardez bien, vous connaissez l'apnée. Pourquoi? Parce que il y a de très très belles images
qui sont diffusées à la télévision, pas simplement des images de compétition. On y voit des apnéistes qui font des publicités, on y voit des apnéistes qui défendent l'environnement, qui dansent sous l'eau, qui font de l'art sous l'eau. Ça, c'est un projet. Ça, c'est vraiment un projet. Et donc, les apnéistes qui ont réussi à s'en sortir à un moment, c'était des apnéistes qui avaient un projet qui était autre que celui sportif. Un projet clé en main. Un projet où effectivement, une entreprise va nous suivre parce que, à un moment, on véhicule les mêmes valeurs que cette entreprise. Ça peut être le courage, le partage, l'abnégation. Ça peut être la fraternité, l'engagement, l'honneur. Ça peut être la défense de l'environnement. Ça peut être énormément de choses. Mais parce que on véhicule au travers de notre objectif et de notre projet ces valeurs, cette société, elle va nous récupérer. Et elle va nous récupérer parce que on a un pouvoir d'être médiatisé par cette société. Vous imaginez bien qu'on va pas dans une société comme Nike en leur disant, c'est ce que j'ai fait à l'époque, moi, j'arrivais avec mon classeur de médias, voilà, j'ai fait 30 magazines, 112 émissions de télé cette année, ça vous dirait de me sponsoriser? Mais Nike, c'est eux qui vont me sponsoriser, c'est pas moi qui leur apporte des médias, vous comprenez? Ils ont toute une gamme d'attachés de presse, des services de communication, il y a un budget communication vraiment solide qui permet justement d'utiliser les ambassadeurs d'une marque ou d'une société pour mettre en avant les idées, les objectifs et les projets de cette société. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas arriver en disant « Salut, je suis champion, je suis super fort, j'ai été super médiatisé en PQR, presse quotidienne régionale, parce que c'est ça qui se passe généralement. Je suis plus fort de tous les apnéistes en ce moment. Donc voilà, je voudrais un contrat à 60 000 euros à l'année. » Ça marche pas. Ça ne peut pas. Ça marche pas comme ça. On espérait que ça fonctionne, même à l'époque, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est l'inverse en fait qui se passe. C'est soit on fait partie d'un sport en vue et les sponsors viennent nous chercher, parce que là on parle de sponsors. Soit on fait partie, comme mon activité qui est la plongée en apnée, d'un sport très anecdotique. Et à ce moment-là, soit on fait avec ce qu'il y a dans notre monde, les marques de plongée, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour soutenir énormément d'athlètes, donc on galérera toujours. On aura du prêt de matériel, du don de matériel, de la mise à disposition de matériel, mais ça nous paiera pas notre loyer, notre nourriture et nos voyages. Voilà. Soit on arrive à trouver le moyen de proposer un projet à une boîte qui va nous soutenir. Et là, on est plus dans le mécénat ou dans le travail à proprement parler que dans le sponsoring. Et donc moi, à partir de 1997-98, quand j'ai voulu être professionnel de mon activité, parce que j'ai vu que je n'y arrivais pas, j'étais champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Et pour pouvoir payer mon salaire, j'étais voiturier le soir, pizzaïolo à midi, pion dans un collège et un lycée, et je continuais à faire mes cours à la fac. Que je me disais, de toute façon, je m'en sortirais jamais. Donc il fallait que je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour, et qu'en plus, je trouve le moyen de trouver de l'argent pour pouvoir, continuer mon activité. Et mon activité, elle était très coûteuse, énormément coûteuse même. Donc j'ai vraiment galéré pendant 2 ans. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai tapé à la porte de je sais pas combien de sociétés qui m'ont dit, c'est bien ce que vous faites, bravo, mais non. Quelquefois, on m'a donné 5 000 francs. Je parle en francs à l'époque. Francs. Ouais, en francs, c'est pas 5 000 euros. 5 000 francs, je vous laisse faire le calcul, c'est 750 euros. C'était énorme. Mais bon, c'était rien. Et donc, il a fallu imaginer des choses et imaginer des projets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé à apprendre le métier d'attaché de presse et j'ai fait du management au sein d'une boîte de management qui m'avait recruté en me disant, écoute, on peut pas te trouver des sponsors parce que c'est bien ce que tu fais, mais nous, tu sais, on fait de la Formule 1, on fait du tennis, on peut pas t'aider. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te filer un salaire. Tu vas rentrer dans notre boîte pendant 1 an. Tu vas être ton propre agent. Tu vas prendre le métier d'agent et tu vas essayer de trouver des sponsors pour toi. Et puis, si tu en trouves, comme ça, ça rapportera de l'argent à la boîte et puis c'est pour toi. Donc, tu seras ton propre agent. J'ai appris le métier d'agent. J'ai appris le métier un peu d'attaché de presse.
et j'ai rien trouvé pendant 1 an. Ça a été une galère, mais alors une galère, ça a été un truc de fou. Et au bout d'1 an, j'ai eu la chance d'être en relation avec une personne à Monaco qui gérait une boîte de télécommunications et qui a fait le pari, elle, parce que j'avais un projet intéressant, de communiquer sur ma personne. Et là, vraiment, j'ai signé un vrai contrat de sponsoring. C'était génial. Mais il a fallu pratiquement 1 an pour monter le dossier et ainsi de suite. Et pour la petite anecdote, parce que ça, c'est très important, le deal que j'avais avec Yvan Postel, qui était dans cette boîte de com, c'était on te verse un salaire et si tu trouves le sponsor, tu nous rembourseras ton salaire, hein, parce que bon, on peut pas te payer ton salaire. Hein. Et puis s'il en reste un peu, ce sera pour toi. Et puis voilà, je suis arrivé avec cet argent. J'étais tellement fier. C'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était 350 000 francs. C'était inimaginable. À mon époque, dans le monde de l'apnée, il y avait Umberto Pellizzari et puis après il y avait moi hein, avec autant d'argent. Mais c'était et quand je suis arrivé avec cette somme d'argent, je lui ai dit j'étais tellement content. Il m'a dit c'est bien, t'as bien travaillé. Écoute, tu vas les garder. Ils sont pour toi parce que t'as vu comment c'est galère. Je pense pas que tu trouveras autre chose. Et donc il m'a fait ce cadeau énorme de garder ce sponsoring que j'ai grignoté très très vite parce que je devais de l'argent à tout le monde entre les voyages, les entraînements, les plongeurs sécu et ainsi de suite. Donc cet argent il est parti très très vite, mais néanmoins ça m'a permis de toucher du doigt quelque chose de très très important, c'est qu'on ne peut réussir que grâce à l'engagement des gens et que si on a un projet humain à un moment, ça ne peut que fonctionner. Et là je suis sorti de cette boîte cette boîte de management, avec au bout d'1 an, un record de plus dans la poche, un peu d'argent, et surtout, j'avais compris comment ça fonctionnait. Il fallait que j'ai un projet, et surtout, il fallait que je voie à très long terme, et surtout pas à court terme. Il fallait pas que je dise, il me faut telle marque ou telle marque sur les épaules, sur les bras et sur la poitrine. Je vais faire de la télé, et les mecs qui vont me payer pour ça. Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, écoute, là, tu as un tout petit peu d'argent, c'est bien, mais finalement, pourquoi tu as fait la fac des sports? Tu as fait la fac des sports pour enseigner la plongée. Tu as tes diplômes d'enseignant. Tu es athlète de haut niveau, puisque tu t'entraînes tous les jours. Mais un athlète de haut niveau, entre nous, il s'entraîne entre 4 et 6 heures par jour, et puis après, c'est tout. Sur 24 heures, il reste quand même énormément de temps. Et en plus, tu t'entraînes dans la discipline que tu enseignes aussi. Donc, puisque tu as du mal à trouver de l'argent, professionnalise-toi dans ton sport, mais surtout professionnalise-toi dans ton activité. Enseigne la plongée en apnée pendant tes créneaux d'entraînement et en dehors de tes créneaux d'entraînement. Ça te permettra de garder un lien vraiment solide avec ton activité, de réussir à gagner de l'argent avec ça, et donc finalement de subvenir à tes besoins tout en faisant ce que tu aimes. Parce que rappelle-toi, tu es allé à la fac des sports parce que tu ne voulais pas aller travailler dans une banque, dans un marché ou dans un casino. Et donc j'ai monté mon école très très vite, alors que j'étais en activité. J'ai monté mon école en pensant à ma reconversion à moyen et long terme. Et finalement, c'était ma reconversion à court terme. C'est-à-dire que je me levais le matin, je m'entraînais 2 heures. J'amenais avec moi des gens qui avaient envie de s'entraîner. Ensuite, je partais dans mon école et j'enseignais la plongée en apnée et la plongée bouteille. Puis je retournais à l'entraînement. En retournant à l'entraînement, je ramenais des clients, entre guillemets. Puis je revenais le soir pour m'entraîner une nouvelle fois. Et donc, en fait, j'ai créé mon école et j'ai été athlète de niveau au sein de mon école. Donc, j'ai créé un premier projet. C'était celui-là. Mais ce que je ne voulais pas, c'était enseigner et entraîner à d'autres champions, parce que moi je voulais être champion, et bien entendu, c'était un peu problématique de t'entraîner avec d'autres personnes qui tentaient à un moment de te battre sur les compétitions, parce que on avait des petits secrets avec mon entraîneur et mon préparateur physique. Ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure, c'est que en venant du monde du judo, j'avais énormément d'avance sur les autres apnéistes. J'avais un gros bagage en PPG, j'avais énormément de force dans les épaules et dans les bras, j'avais une très grosse capacité pulmonaire du fait du judo et de la musculation. Et donc, ça retranscrit en apnée, c'était énorme. Et surtout, j'avais la discipline académique de l'entraînement, ce que n'avaient pas les autres. Je savais m'entraîner en circuit training, en fartlek, en crossfit, ce
que ne connaissaient pas du tout les gens à l'époque, en 98-2000, dans mon sport. Et donc, j'avais une avance considérable. Donc, je pouvais me permettre en plus de m'entraîner moins que les autres parce que j'avais 10-15 mètres d'avance. Et c'était fabuleux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, très honnêtement, le champion, il est un peu chiant. Hein. Le champion, il est super égoïste. Le champion, il veut réussir. Tu n'échanges pas avec le champion. Donc, je voulais pas enseigner au champion. Le champion, c'était moi. Et c'était que moi. Donc, je me suis dit, comme tu t'éclates. Il est un peu égoïste quand même, le champion. Mais grave. Mais il n'y a pas plus égoïste qu'un champion. Hein. On en parlera tout à l'heure. C'est un autre thème de notre podcast, d'après moi. Mais il n'y a pas plus égoïste qu'un athlète de haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vite faire des écoles derrière pour se laver de cet affront que d'avoir été tellement égoïste quand on a été athlète de haut niveau. Bref, lorsque j'ai décidé d'enseigner exclusivement aux enfants. Et en enseignant aux enfants, je me suis dit, mais je vais pas leur enseigner la plongée en apnée, la plongée bouteille uniquement, parce que c'est pas très intéressant finalement. Ce qui est très intéressant, c'est de les embarquer avec moi dans une autre mission que j'ai, qui est la protection de l'environnement. Et j'ai non pas créé une école de plongée, mais j'ai créé une école de sensibilisation à la faune et à la flore par le biais de la plongée et de la plongée libre aux enfants à partir de 8 ans. Et là, j'ai créé un deuxième projet. C'est-à-dire que j'ai été un ambassadeur dès 1999-2000 de la protection de l'environnement en étant un adulte qui parlait aux enfants. Et là, sans le vouloir, j'ai été donc contacté par des entreprises qui voulaient m'aider dans ce projet. Ils voulaient pas me sponsoriser. Ils voulaient m'aider dans ce projet. Et comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider? Eh bien, ils pouvaient m'aider en finançant mes projets. Mes projets de partir à travers le monde pour faire des images magnifiques de moi nager avec les animaux, pour les ramener dans mon école, monter des clips, monter des films et ensuite faire des conférences, mais aussi m'utiliser en publicité pour leur entreprise, m'utiliser en publicité pour leur boîte, ainsi de suite. Donc, ça m'a permis de financer mes projets et donc de décrocher un salaire pour continuer à être athlète, mais en plus financer mon école pour faire grandir mon école et rendre exponentiel le pouvoir et l'image de mon projet. Et là, ça a fait effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'on m'a vu de plus en plus dans les médias, mais c'était pas des médias que je courais. C'était des médias qui venaient à moi. Et ça n'était pas uniquement des médias sportifs. C'était pas tout le sport, Stade 2. Non, c'était le journal de TF1, le journal de France 2, c'était apostrophe, non. Il y avait, pour te donner une idée, je sortais de l'Équipe Magazine et de l'Équipe et de la PQR, mais je touchais du doigt l'Humanité, je touchais le Figaro, donc ça devenait super intéressant. Et là, en étant néanmoins un sport anecdotique, j'ai commencé à intéresser les grands sponsors. Et j'ai eu la chance de signer avec Red Bull. En 2001, j'ai signé avec Red Bull jusqu'en 2007. Et là, c'est effectivement la consécration pour un athlète de haut niveau, surtout à cette époque-là, d'être avec la boîte que représente Red Bull à cette époque. Parce que ça veut dire que tu as un soutien énorme. Tu as une mise à disposition de compétences hallucinantes. Tu as un budget qui est très intelligemment partagé. Tu as ce qu'on appelle un budget de salaire, donc ce qui va te permettre de pouvoir avoir un salaire. Mais tu as aussi un budget communication et un budget projet. Et les gros attirent les gros. Donc une fois que tu te retrouves là-dedans, eh ben ça fait effet boule de neige. Mais attention, j'étais pas athlète Red Bull parce que j'étais un super apniste. J'étais athlète Red Bull parce que j'ai eu un super projet en amont, un projet professionnel qui était en lien avec ma discipline sportive, mais qui finalement n'avait rien à voir avec mes compétences athlétiques, qui m'a permis en plus de mettre en exergue mes compétences d'élocution, de mise en avant de valeurs, d'être capable à un moment de me mettre à disposition de sociétés et de boîtes pour faire autre chose que de retenir ma respiration, de descendre au fond, aller chercher une plaquette. Par exemple, faire ce qu'on appelle de l'incentive. Mes premiers partenaires, c'était des boîtes qui me donnaient un peu d'argent pour faire de l'incentive, mais de l'incentive interne. J'allais au sein de cette boîte, dans ce qu'on appelle les comités d'entreprise, et j'avais en face de moi 60, 80 personnes, et je leur faisais de la sensibilisation à la gestion du stress, au team building, à d'autres thèmes, la capacité de définir un projet et de réussir à faire en sorte qu'il aboutisse. Donc,
Ce que je veux dire aux apnéistes et aux athlètes de haut niveau, alors qu'ils sont forts, peinent à trouver de l'argent pour pouvoir vivre leur vie de sportif, c'est qu'il faut qu'ils voient bien au-delà de leur médaille et de leur coupe et du podium. Mais alors vraiment bien au-delà. Parce qu'il faut qu'ils se disent qu'à la fin de leur vie sportive, ils commenceront une vie humaine. Et cette vie humaine, c'est dommage d'attendre d'avoir 30 ou 35 ans pour commencer à la vivre. Il faut la vivre de suite. Je suis, moi, presque au quotidien en relation avec des athlètes de très haut niveau qui faisaient partie de disciplines très connues et olympiques, qui sont des personnes qui maintenant sont retirées du monde sportif depuis plus de 15 ou 20 ans, qui sont des papas, des mamans, qui gèrent des boîtes qui n'ont rien à voir avec leur sport, qui sont des orateurs, des conférenciers, qui sont des personnes qui gèrent des boîtes immobilières, qui gèrent énormément de choses différentes, qui se sont investis dans des causes humanitaires et qui ont mis à profit leurs compétences d'êtres humains et d'athlètes de haut niveau et de sportifs au profit de ces nouveaux objectifs, mais qui étaient déjà leurs objectifs à l'époque. Je pense notamment à Pernia Wiberg, je pense à Laurence Fischer, championne du monde de karaté, je pense à Sergei Bubka. Alors ce sont des gens vraiment très très connus, mais que j'ai l'habitude de fréquenter, et qui sont des gens qui maintenant font des choses complètement différentes de ceux quand on les a connus à l'époque, mais qui ont très très bien réussi d'un point de vue sportif, mais qui ont surtout très très bien réussi derrière, parce qu'ils ont préparé leur avenir. Honnêtement, je suis sans voix. Déjà, je pense que mes auditeurs se demanderont ce qui se passe. J'ai plutôt l'habitude de parler, mais alors là, tu m'as coupé le souffle. Attends, tout ce dont tu nous abreuves, alors là, j'adore. J'en profite pour faire un parallèle avec un autre podcast que j'anime où on a reçu un autre Pierre Morat. Je suis désolé, Pierre Morat, mais apparemment, je te connais pas. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre Morat? Pierre Morat, c'est un trailer, un ancien sportif de très haut niveau suisse. Alors là, j'ai honte parce que ça fait 4 ans que je pratique le swimrun comme un dingue et je me définis comme étant un trailer passionné. Je ne sais pas qui est Pierre Morat. Eh bien, donc, la preuve aujourd'hui en est que je ne suis finalement pas un trailer. Je te mettrai en relation avec Pierre. Et franchement, je te partagerai aussi l'épisode du podcast de Nakan qu'on avait fait avec Pierre, qui a clôturé la première saison de notre podcast, où je retrouve vraiment beaucoup de valeurs communes que tu nous cites avec lui, c'est-à-dire la volonté d'échanger, d'apprendre aux enfants, la beauté du sport, la préparation de l'objectif, avoir un projet et le préparer à long terme. Et franchement, ça me fait énormément plaisir que t'en parles. En dehors de tout ce que tu nous apportes sur le financement d'une carrière de sportif de haut niveau. Je dirais pas c'est rafraîchissant parce que tous les sportifs que j'ai déjà reçus dans ce podcast ont tous dit la même chose, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, les dinosaures entre guillemets comme toi. On a que 5 ans d'écart, hein, Pierre. Non, franchement, ça fait beaucoup de bien d'entendre ce genre de paroles. Alors attention, parce que jusqu'à présent, j'ai mis des gants pour dire tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais aller un peu plus. Par contre, je vais pas prendre autant de temps. Hein. Il y a un problème chez mes confrères apnéistes et je pense chez d'autres athlètes, mais bon, très honnêtement, je ne l'ai vu que dans le monde de l'apnée. Je ne saurais pas l'expliquer. Et c'est d'ailleurs paradoxal parce que les gens imaginent les apnéistes champions comme étant des personnes définissables d'une certaine façon et en fait, c'est tout le contraire. Bon, je vais aller à l'essentiel. Si vraiment on veut être champion, soyons champions. Entraînons-nous et soyons champions. Mettons toutes les chances de notre côté pour aller chercher cette fameuse plaquette au fond de la mer ou ces brillantes secondes qui vont faire qu'on va monter sur la première marche du podium et qui nous permettront donc de décrocher la coupe et d'avoir ce fameux titre que l'on désire tant, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, recordman de France, recordman d'Europe, recordman du monde. Super. Ça, c'est un champion. Ok. Par contre, le champion, c'est dans le monde du sport. C'est dans la discipline sportive, c'est à l'entraînement, et ça n'est que ça. Mais il faut faire preuve d'humilité, on en a parlé tout à l'heure. Et le problème, en fait, que rencontrent la plupart de mes collègues apnéistes, alors déjà qu'ils m'aiment pas tous, mais alors là, ils vont encore moins m'aimer, c'est pas grave, il faut balayer devant sa porte. Ce qui est important, c'est de relativiser un peu, savoir qui on est. C'est ça l'humilité. Et il faut descendre de ce piédestal que l'on croit si important et sur lequel on croit être. Si on se pointe les épaules en avant en ayant une étiquette sur le front où il y a écrit champion du monde, et d'autant plus de plongée en apnée ou d'autres activités, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que ces gens-là n'y arrivent pas.
C'est-à-dire qu'à un moment, ils veulent pouvoir avoir ce statut et être considérés comme des stars, entre guillemets. Tu comprends? Le vrai problème de l'être humain maintenant, avec cette surmédiatisation et surtout ce surappui des réseaux sociaux, c'est qu'on court après le nombre de vues, le nombre de followers, on en parlait tout à l'heure, et on court après un espèce de statut complètement symbolique et anecdotique qui ne reflète pas du tout la vérité. Très franchement, ça n'intéresse personne que quelqu'un soit un champion. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'on leur apporte des choses, c'est qu'on leur donne des choses, c'est qu'on partage avec eux, c'est qu'effectivement, on leur apprenne quelque chose, mais qu'on leur apprenne en se mettant à leur niveau, en utilisant les mêmes codes de communication et les mêmes codes de langage, qu'on se mette à leur niveau. Les gens, quand ils nous regardent, il faut qu'ils nous regardent les yeux dans les yeux, mais il faut pas qu'ils aient la tête en arrière et qu'ils se fassent une élongation des cervicales parce qu'ils regardent très très haut. Et à l'inverse, cette personne qui s'adresse à eux, ben, il faut pas qu'elle les regarde de tout en haut. Et ça, c'est super important. Je sais qu'il y a énormément d'athlètes dans ma discipline, la plongée en apnée, qui s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas à trouver de sponsors, mais parce qu'il faut pas chercher de sponsors. Ils n'arrivent pas à trouver de financement, parce que c'est pas des financements qu'il faut trouver. Ce qu'il faut trouver, c'est un projet. Et leur plaidoirie, c'est pas possible. Je suis un tel, j'ai fait ça. Comment ça se fait que je n'y arrive pas? Parce que tout le monde s'en fout de ce que tu as fait. Ça intéresse personne. Tu sauveras jamais le monde. Tu n'enseigneras jamais rien à personne. Tu n'apporteras jamais rien à personne si tu vas chercher un bout de plastique au fond de la mer ou si tu restes 12 minutes au fond de ta piscine. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas ça. Ce qui fonctionne, c'est l'échange, c'est le travail. Travail. Si tu es athlète de haut niveau et non pas professionnel de ta discipline, si tu t'entraînes 4 heures par jour, arrête de passer 10 heures par jour à essayer de trouver de l'argent pour pouvoir t'entraîner 4 heures par jour, puisque tu t'entraînes déjà 4 heures par jour. Après tes 4 heures d'entraînement, travaille, bosse, sois un professionnel, sois un athlète protégé par ta boîte. Les contrats EDF, par exemple, c'est tout à fait ça avec les nageurs de haut niveau. Les contrats de la fonction publique, c'est exactement la même chose. Ce sont des contrats de reconversion actifs ou pour plus tard, c'est-à-dire projetés, mais c'est exactement la même chose. Je nage et ensuite je vais chez EDF, GDF par exemple, et je vais bosser. Alors on vous dira ouais mais non mais il y est jamais, il a un statut là, il n'y va pas. C'est un statut d'athlète de haut niveau, mais comme à la fac. À la fac, les athlètes de haut niveau ont un statut particulier qui leur permet de ne pas suivre tous les cours. Mais à la fin, ils ont l'examen quand même. Ils sont logés à la même enseigne. On leur donne pas leur maîtrise ou leur master ou leur brevet d'État. Ça n'existe pas. Et c'est ça que ne comprennent pas les gens. C'est qu'ils arrivent avec leur statut de champion du monde ou de champion de je sais pas quoi, et ils estiment que ça a une valeur. Ça n'a juste la valeur de ce que c'est, champion de quelque chose. Mais ça n'a pas de valeur commerciale. C'est ça qui est vraiment important. Et surtout pas de valeur salariale. À un moment, les mecs, faut vous bouger le cul, quoi. Et il faut bosser. Faut pas avoir peur de bosser. Hein? C'est pas en passant à la télé qu'on gagnera de l'argent. Ça ne sert à rien. Strictement à rien. Surtout que vous avez Facebook et Instagram. Donc, arrêtez de vouloir passer à la télé. Travaillez. Échangez. Donnez. Arrêtez de vendre des choses. Donnez-les. Moi, je vends des stages d'apnée, mais je donne des cours. C'est complètement différent. Il y a la partie professionnelle, parce qu'il faut bien faire tourner ma boîte. Mais à côté de ça, quand on me contacte par mail, par téléphone, par Messenger, par je sais pas quoi, ben, je donne mon avis. Quand on m'arrête dans la rue, ben, j'échange. Je ne m'arrête pas que parce qu'on va me demander un autographe. Je m'arrête parce qu'on me demande comment est-ce que je fais pour retenir ma respiration plus longtemps, comment est-ce que je fais pour courir plus vite, comment est-ce que je fais pour nager droit, comment est-ce que je fais pour bien m'alimenter, comment est-ce que je fais pour occuper mon enfant pendant le confinement. Ben voilà, mais c'est ça quoi. C'est ça qui est super important. Donc je pense que le problème, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Si on veut s'en sortir, ben, il faut se démerder un peu. Hein. Une bonne préparation, c'est un bon travail, mais surtout, à un moment, il n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. Il faut travailler. Hein. Il n'y a que le travail qui permet de pouvoir vivre de notre activité au quotidien. Et on va faire un parallèle énorme. Les gens qui critiquent les joueurs de foot en disant « Non, mais vous vous rendez compte ce qu'ils gagnent pour faire ce qu'ils font ?» Non, la vraie question, c'est de se dire
pourquoi est-ce qu'ils sont 22 à se battre pour un ballon, alors qu'avec ce qu'ils gagnent, ils pourraient tous en avoir un. Ça, c'est sûr. C'est une blague. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. C'est ma blague préférée sur les footeux. Mais néanmoins, attendez les gars, mais il y a une vraie valeur marchande. C'est un vrai travail que de jouer au foot ou faire du basket ou du handball ou du rugby. Non seulement ça véhicule des valeurs considérables, mais ces gens-là sont susceptibles de devenir des enseignants dans ce sport par la suite. Ces gens-là représentent des marques. Ils sont une valeur ajoutée à des marques où on va acheter des produits. Donc c'est un vrai travail. Se lever tous les jours pour aller faire du sport, c'est sûr que on en rêve. Allez à l'INSEP, regardez l'équipe féminine ou masculine de foot qui s'entraîne. Alors moi, j'étais à l'INSEP il y a à peu près 3 semaines. Il pleuvait comme ça. Mais comme ça, il pleuvait. Les mecs, ils y étaient. Moi, je peux vous dire que j'étais dans le réfectoire, j'ai regardé, je me dis, finalement, s'ils deviennent pro et qu'ils ont un chouette contrat derrière, ça sera mérité rien que pour ça. Donc c'est ça qui est super important. L'humilité, les mecs. Il faut vraiment remettre le curseur à la bonne place. Et juste pour continuer sur ce que tu disais sur les footeux, moi je suis pas trop le foot non plus, même si je suis franco-italien, donc forcément quand l'Italie joue, j'ai pas trop le choix, je me mets derrière la télé. Mais ça c'est autre chose, faut pas oublier, c'est que généralement les footballeurs, on les détecte à 7, 8, 9, 10 ans, et ce sont des gamins, des enfants clairement, qui partent en centre de formation, qui sont coupés de leur famille et qui font ça jusqu'à 18, 19, 20, 25 ans. C'est déjà des gens qui travaillent très jeunes et qui donnent de leur personne. Alors c'est sûr qu'il y en a qui gagnent X millions par mois, mais oui, mais ils ont déjà donné 10, 15 ans d'entraînement, de travail laborieux avant. Oui, et puis ils sont dans un monde qui est comme ça. Moi, c'est sûr que je trouve que le monde y tourne à l'envers, mais ça, c'est une autre discussion. Pierre, j'aurais encore des millions de questions à te poser et j'adorerais passer beaucoup de temps avec toi. Par contre, tu m'as dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on l'a déjà explosé. Alors, ouais, effectivement, dans 10 minutes, j'ai une conférence call avec mes employés, parce que j'ai 4 employés et on a de graves problèmes en ce moment avec le confinement, vous le savez. Et donc, on a des réunions tous les jours à 17h pour pouvoir avancer sur cette problématique de pouvoir faire rentrer de l'argent dans notre société alors que il n'y a pas d'activité. Et ça, c'est très dur parce que ma mission, c'est de pouvoir permettre à ces gens de continuer à avoir un salaire. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est un vrai problème. Juste, je voudrais te poser encore 2 questions et puis après, je te laisse filer. Si tu pouvais revenir en arrière quand tu étais Pierre le judoka et que tu t'es blessé et que du coup tu t'es posé la question de t'impliquer à 100% dans l'apnée, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Alors, il faudrait que tu me reposes la question, s'il te plaît. Tu voudrais que je me resitue à l'époque où je suis judoka. Au moment de switcher entre le judo et l'apnée, oui. Si tu pouvais pas forcément revenir en arrière, mais si tu pouvais te transformer en un petit Pierre qui va parler à l'oreille du grand Pierre de 20, 22 ans à l'époque, et qu'est-ce que tu te dirais? Eh ben, le problème, c'est que pour pouvoir le lui dire, en fait, je vais te dire autre chose. C'est-à-dire que j'ai un modèle dans ma vie, et ce modèle, c'est Henri Germain Delauze, qui a dit une phrase fabuleuse, qui a dit, si je devais recommencer ma vie, je referais exactement la même chose. Et donc, je pense que je dirais ça au petit Pierre. Enfin, il n'était pas si petit, il avait déjà 20 ans. Je lui dirais que tout ce qu'il est en train de faire, ça va être galère. Ça a l'air vain. Il va se casser la gueule beaucoup plus que ce qu'il va courir. Par contre, ça lui permettra par la suite de revenir pour dire ce que je suis en train de lui dire. Il faut absolument passer par des étapes. Et moi, ces étapes, elles ont été énormes. Si je ne m'étais pas cassé la gueule, si j'étais pas passé à côté de plein de choses, j'aurais pas réussi comme ça. Pour vous donner un exemple, à une époque, en 96-97, je suis contacté par une boîte, je ne dirai pas le nom, c'est une marque de montres qui est supra méga réputée maintenant et qui à l'époque débutait. Et elle me dit, on aime bien ce que tu fais, la protection des requins. Non, c'est pas en 96, c'est plutôt en 2000. 99-2000. Et ils me disent, voilà, on aimerait bien t'avoir comme ambassadeur, on débute un peu, on attend à te donner. Et moi, j'ai fait mon apnéiste de base. Comment? Mais non, mais moi je suis champion de France 4 fois, champion du monde et champion d'Europe. Non, mais moi je peux pas travailler à moins de ça, quoi. Donc c'est pas possible. Le mec est revenu à la charge. Il m'a dit, t'es sûr? Parce que quand même, on a un projet sur du long terme. Et moi je me dis, mais non, mais attends, mais
les concurrents là-bas, ils ont des gros sponsoring, je connaissais pas les montants, ils ont des montres et tout. Attends, pourquoi moi j'aurais que ça par rapport à ça? Donc en fait, je suis passé à côté. Cette marque a grandi. J'ai pas eu de soutien montre pendant des années, mais surtout j'ai eu d'autres anecdotes comme celle-là, où à un moment les gens me disaient, on part sur un projet à court, moyen et long terme, mais on voudrait commencer petit. Bien sûr, mais c'est que ça la vie, quoi. Tu commences d'abord à ramper par terre, puis après tu as quatre pattes, puis après tu marches en cassant la gueule, puis après tu cours, et puis un jour, tu deviens Usain Bolt. Mais t'es pas Usain Bolt à 4 ans. Et ben voilà, c'est la même chose. Et cette marque de montre, elle a explosé. Je serais peut-être toujours leur ambassadeur maintenant. Mais par contre, si ça avait été le cas, j'aurais rien appris. Strictement rien. Et ça, c'est dommage. Et surtout, j'aurais pas pu l'enseigner, conseiller les autres. Donc, c'est bien de se casser la gueule. Donc, j'aurais dit à Pierre, allez, continue comme ça, tu vas voir. Ça va faire mal. Bon, bah écoute, il y a rien à rajouter, c'est clair. Ah oui, il y a une deuxième question maintenant. Tu m'avais dit 2 questions. La deuxième question est beaucoup plus simple. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais bien entendre sur ce podcast, qui serait-elle ou qui serait-il? Voilà, il y en a tellement. Alors, par rapport aux informations que tu traites, il y a 2 personnes, je pense. La première, ce serait Marianne Bréchu, qui était en équipe de France de freestyle, en ski, qui a monté une association qui s'appelle Étoile des Neiges pour la lutte contre la mucoviscidose. C'est une personne avec qui je travaille depuis 2004. C'est vraiment une personne qui serait à même de pouvoir répondre à des questions et éclairer les gens sur ce qu'est l'abnégation. Ce serait magnifique. Et c'est une vraie athlète. Ça, c'est la première personne. La deuxième, alors c'est Laurence Fischer, parce que je l'ai rencontrée récemment et c'est une championne du monde de karaté qui s'investit énormément dans une association protège les femmes qui souffrent énormément de discrimination très spécifique, vraiment très très spécifique. Et elle fait un travail considérable. Mais bon, comme on travaille aussi au sein de Étoile des Neiges ensemble, ce serait quand même tricher que de mettre ces 2 personnes ensemble. Et la deuxième, il faut que je fasse un très bon choix. Il y a un très bon choix parce que ah ouais, et personne s'attendrait à ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a impressionné parce que il a emprunté des chemins complètement différents de ceux que je pensais qu'il emprunterait. Pascal Gentil, supra méga champion de taekwondo, qui très honnêtement, c'est pas parce que c'était mon compagnon de chambre pendant les Étoiles du Sport et le Trophée des Champions pendant des années, qui est un super ami, mais très honnêtement, je pense qu'il aurait dû être champion olympique à plusieurs reprises en taekwondo, mais comment dire, hein, il a joué de malchance. Ce mec-là, à un moment, il a eu, c'est un personnage très haut en couleur, très show-off, et il a eu une opportunité énorme de pouvoir s'orienter dans le cinéma. D'ailleurs, il a joué avec José Garcia dans un film là, super chouette, là, il m'avait fait marrer. D'ailleurs, un deuxième, il a fait 2 films en fait. Et moi, je suis persuadé qu'il allait jeter là-dedans. Et très honnêtement, il aurait pu faire le choix et ça aurait été très simple pour lui de devenir l'espèce de nouveau Jean-Claude Van Damme en beaucoup plus grand et beaucoup plus bronzé, n'est-ce pas? Et moins biscuit aussi. Et moins biscuit. Et tout aussi éloquent, n'est-ce pas? Il aurait absolument pu faire carrière là-dedans. Et moi, je l'attendais vraiment là-dedans. Ça me faisait un peu marrer d'ailleurs. Et c'était tout tracé. Et il n'a pas du tout fait ça. Il s'est orienté complètement différemment. Il a choisi le monde de l'entreprise. Il s'est exporté en Chine notamment. Et il a travaillé à proprement parler. Il a mis ses compétences d'orateur, de fédérateur, comment dire, et son intelligence, tout simplement, et sa culture, au profit d'une entreprise qui n'avait strictement rien à voir avec le cinéma et avec le sport de haut niveau. Et là, vraiment, il m'a surpris. Et je lui ai prêté énormément d'intelligence par rapport à ça. Donc, finalement, je dirais Marianne Bréchu d'un côté et Pascal Gentil de l'autre. Voilà. Pascal Gentil qui est bien plus gentil que son nom l'indique. C'est un mec génial. Et Marianne, c'est même pas de l'admiration ou du respect que j'ai pour cette personne. J'ai comme un sanglot à chaque fois que je prononce son nom. Cette personne est plus qu'exceptionnelle.
et elle en a rien à foutre d'être connue. Et d'ailleurs, si tu la contactes, elle va se dire, mais de quoi tu te mets le front là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non. Mais par contre, elle le tournera à bon escient et elle parlera de sa lutte contre la mucoviscidose et ça servira à ça. Vraiment, ce serait 2 personnes très intéressantes pour toi à contacter. Ok, bah écoute, c'est noté. Je relève le défi, je les contacte et puis je leur dis que je viens de ta part. Et forcément, je suis sûr qu'ils vont me réserver le même accueil que tu m'as réservé. Ah, c'est sûr. Bon, moi, par contre, là, dans la communauté apnée, je me suis peut-être pas encore fait trop d'amis. Hein. Donc, je tiens à dire quelque chose. Je suis pas là du tout pour donner des leçons. Les gens, je parle juste de mon expérience. Je ne vous donnais pas des leçons. Je ne vous donnais que des conseils et surtout, je parlais de mon expérience. Ne le prenez pas mal. Prenez-le pour dit. C'est vraiment super important. Et vous vivrez vachement mieux votre vie au quotidien. Et vous serez moins dévoré par cette espèce de chose horrible qu'on pourrait appeler la jalousie. Faut pas être jaloux. Il faut simplement se dire que c'est magnifique quand les gens réussissent et font ce qu'ils font. Il y a mon fils qui arrive. Venez, on lui ouvre la porte. Et Marius, tu veux venir dire un mot à la radio? Radio. La radio. Tu dis bonjour, Marius. Salut, bonhomme. Tu dis bonjour. Alors là, tu as une image, mais il faut que tu parles parce que c'est surtout la voix qui compte. Hein? Marius, 19 Salut. ans. Tu voudrais dire quelque chose? Ah non, pardon, 25 mois. 25 Tu dis quelque chose? Salut, Marius. Tu veux de la monnaie? Ah non, tu veux tirer sur le truc. D'accord, bon voilà. Généralement, quand le petit arrive, c'est là où s'arrêtent les interviews. Bonjour, je vais essayer de le récupérer. Bonjour. Allez, viens. Tu dis au revoir? Tiens, Marius. Tu dis au revoir, monsieur? Au revoir, Marius. Tu veux raccrocher? Oui, mais tu peux pas, Non, tu chérie. peux pas Papa, raccrocher. il a pas fini encore. C'est une interview Ok. voix. À tout à l'heure. Voilà, donc vous avez fait la connaissance de ma ravissante épouse aussi, qui s'appelle Mara. Donc voilà, juste pour dire que c'était pas un coup de couteau dans le dos hein, ou de face, c'est juste mon expérience qui parle et c'est juste un conseil de faire en sorte que les gens soient moins jaloux les uns des autres. Il faut être super heureux quand les gens réussissent et il faut se nourrir et s'inspirer de ce qu'ils font pour essayer de s'en sortir tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise. On m'a donné sans compter et on m'a fait confiance. On m'a engueulé quand je faisais des conneries. On a mis complètement de côté le fait que j'étais champion de quoi que ce soit, médiatisé, médiatique, et on m'a parlé comme un être humain et on m'a mis à ma place plusieurs fois. Alors quand tu as 16, 17, 18, 20 ans, c'est une chose, tu l'acceptes. Mais dès que tu as cette espèce de statut d'athlète de haut niveau ou de champion ou de personne connue, t'acceptes plus les critiques, t'acceptes plus qu'on te remette à ta place et tu crois surtout que tu as toujours raison et que les gens t'attendent. Mais les gens n'ont rien à foutre. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Lorsque j'ai eu toute ma jeunesse, j'avais les posters de mon idole de l'apnée, qu'il est toujours d'ailleurs, Umberto Pellizzari, qui pour moi est le plus grand de tous les apnéistes, le plus grand de tous les profs et le plus grand de tous les frères. Umberto Pellizzari, cet homme exceptionnel. Donc j'avais ces posters dans ma chambre. Et quand j'ai commencé à être apnéiste, je me suis dit, waouh, un jour, je mettrai mon poster à côté de ceux-là. Bon, après, j'ai plus de chambre, hein, j'ai eu un appart, j'ai plus de poster. Et donc, j'ai eu mon premier poster. Et donc, mon premier poster, à qui je vais l'offrir? Je vais l'offrir à ma mère. Et j'étais tellement fier. Il était beau, ce poster. Je l'ai offert. Elle m'a regardé, elle m'a dit, il est beau, bravo. Elle a pris un rouleau de scotch, elle a ouvert la porte des toilettes et elle a scotché à l'intérieur. Mais moi, je lui ai dit, ah, mais c'est génial, comme ça, à chaque fois qu'on va au shot, je me verrai longtemps. Elle me dit, non, Pierre. C'est juste que ton poster, là, il est à sa place. C'est bien, hein? Mais c'est une symbolique. Il est caché d'un côté, il n'est pas en évidence de tout le monde, et puis il est aux toilettes quand même. Rappelle-toi toujours qui tu es. Ça, c'est une des premières choses super importantes. Et au niveau de la symbolique, je la trouve vraiment très, très importante. Il y avait une deuxième chose, mais je crois que je viens de l'oublier. Je ne sais plus. Quel dommage, parce que c'était certainement plus romantique, exotique que ce que je viens de vous dire. Moi, j'aime bien l'épisode du poster parce qu'effectivement, j'aurais noté la même chose que toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller aux toilettes, et en général, on y va au moins 1 ou 2 fois par jour, on se voit. Ça te remet à ton niveau, quoi. Tout simplement.
Ouais, Pierre, super. Mais vraiment, merci beaucoup pour toute ta générosité, pour tout ce que tu nous as offert et pour tout ton partage d'expérience. Je crois que l'épisode s'arrête là pour aujourd'hui. Merci en tout cas énormément et merci beaucoup de m'avoir laissé m'exprimer comme ça. Vous êtes encore là et je vous en remercie. Vous avez apprécié le passage du petit Marius et tout ce que Pierre avait à partager ? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sur l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Pierre et le contacter le cas échéant. À la semaine prochaine. Salut les sportifs!